c'est facile. L'heure de Ferry, ravi de vous retrouver comme tous les samedis à 12h50. Bonjour Luc Ferry. Bonjour Marie. Ravi de vous retrouver une heure ensemble pour prendre le temps, parce que je le répète chaque semaine, tout va vite, parfois trop vite, et il est important de s'arrêter pour s'interroger et avec vous aller un peu plus loin. On évoquera évidemment les répercussions en cascade de ces annonces du président américain, ses conséquences sur l'économie mondiale, mais d'abord avec vous, parce que la semaine a été un peu folle aussi. On a l'impression que c'était il y a plusieurs mois, mais non, c'était seulement lundi, la condamnation de Marine Le Pen dans son procès pour les assistants parlementaires. 5 ans de prison, aménageable évidemment, et évidemment cette peine d'inéligibilité à 5 ans avec exécution provisoire. D'ailleurs, un nom qui est bizarre. Hein, parce qu'exécution provisoire, c'est immédiat. C'est immédiat, oui, c'est immédiat. ça. Donc en l'état, Marine Le Pen, même si elle a fait appel, ne pourrait pas se présenter à l'élection présidentielle. J'aimerais qu'on l'écoute. Elle était l'invitée le soir même du 20h de TF1. Le général de Gaulle, qui est quand même le père de la Constitution, disait que la Cour suprême, c'est le peuple. La Cour suprême, c'est le peuple. Il a mis aussi en place le Conseil constitutionnel. Aucun juge ne peut décider d'interférer dans une élection aussi importante que l'élection présidentielle, de surcroît en violant l'état de droit, c'est-à-dire en rendant exécutoire une décision qui normalement devrait être suspendue par un appel. Parce qu'en effet, Luc, elle ne peut pas, cette exécution immédiate n'est pas suspensive, même s'il y a appel. Et il y a eu appel, par ailleurs. Et donc, là où elle a hélas raison, c'est que il y a 2 principes en démocratie, et d'ailleurs le Conseil constitutionnel l'avait très bien rappelé, il y a 2 droits qui peuvent s'opposer, mais il faut les concilier dans une démocratie qui fonctionne bien. Il y a l'état de droit d'un côté. Donc là, les textes juridiques ont été appliqués, donc il n'y a pas à s'opposer. Enfin, si on peut discuter d'une condamnation, il peut y avoir des condamnations injustes, il peut y avoir des erreurs judiciaires. Mais en tout cas, de ce point de vue-là, le droit a été appliqué. Il n'y a pas à s'opposer à ça. En tout cas, on peut contester un jugement. Ce qu'ils ont fait allègrement. C'est la fonction de l'appel. Bien sûr. C'est pour ça qu'il y a l'appel. Et puis vous avez un autre principe qui est le principe de la souveraineté populaire. Et quand une personne représente 40% de l'électorat en France et qu'il y a une élection présidentielle, c'est évidemment un principe qui a un relief un peu particulier. Il faut quand même, d'ailleurs c'est ce que le Conseil constitutionnel a dit. Donc il faut accorder les deux. Voilà. Donc ce qui fait problème, si vous voulez, c'est cette exécution provisoire en fait immédiate, parce que c'est quand même... Alors, évidemment, c'est la loi Sapin 2, donc c'est conforme au droit français. On peut le regretter, mais c'est conforme au droit français. Voté par le Parlement. Voté par le Parlement, ce qui veut dire que le Parlement n'est pas très intelligent. Et ça vous avait pas échappé. Bon, ça nous avait pas échappé. On voit bien qu'ils sont dans un état grave. Bon, mais c'est parce qu'ils avaient peur à cause de Cahuzac, à cause de l'affaire... Et c'est objectif, ce que je dis. Il ne s'agit pas de défendre Marine Le Pen, encore une fois, je dis... C'était très coutumier du fait à l'Assemblée, un certain Jean-Philippe Tanguy, qui cette semaine, là encore, s'est illustré par une tirade. Il en profite évidemment, mais encore une fois, si le syndicat de la magistrature n'avait pas possible, où toute la droite était là, et moi j'étais très frappé, je le redis. Ayant en effet accepté. Juste sur l'UEC, d'amitié, de sympathie pour lui, mais bon, c'est un homme de gauche de toujours, bon voilà, mais il avait rejoint Sarkozy, donc du coup, mur des comptes. Qu'est-ce que vous dites encore une fois? Je dis ainsi, je veux pas qu'on comprenne mal ce que je dis. Je ne discute ni la condamnation de Marine Le Pen, ni je ne discussion provisoire. Elle pose problème dans le cadre actuel, position politique extrême, et qui est, en gros, il est d'extrême gauche, quoi. Mais selon vous, est-ce que là, par ces sorties-là, le RN remet en quelque sorte ses habits du parti anti-système? Et est-ce que ça peut être un piège, finalement? Non, c'est plutôt... En fait, le piège pour lui était plutôt inverse, c'est qu'il avait laissé le monopole du parti. Pour le coup, j'ai toujours considéré que Zemmour était d'extrême droite. Ce que je ne pense pas être le cas de Marine Le Pen. Je pense qu'elle est nationaliste, sous l'antisémitisme, ni la volonté de prendre le pouvoir par les armes. Bon, l'extrême droite, c'était ça, d'assassiner les opposants. Bon, elle n'est pas son père. C'est pas moi qui dis ça, c'est Klarsfeld. J'ai fait un papier là-dessus dans le Figaro jeudi, où je cite d'éminentes personnalités qui voteraient Rassemblement national pour faire barrage à l'antisémitisme. Vous citez notamment Noémie Alouia. Leur vie entière, consacrer leur vie entière à lutter contre... Klarsfeld, on ne va pas dire qu'il est antisémite. On ne va pas nous dire maintenant qu'Israël est le pays le plus antisémite de la planète. Dans le gouvernement de Netanyahou, il y a des fascistes, ça c'est vrai, mais ils sont fascistes, mais ils ne sont pas antisémites pour autant. Faut pas délirer quand même. Bon, donc, quel qu'il soit,
sera élue parce que la principale candidate n'a pas pu se présenter. Donc ça diminuera, vous voyez, considérablement son assise démocratique. Et la question du plan B est évidemment posée. Et sur ce point, j'aimerais avoir l'avis de l'ancien politique, mais aussi du philosophe. Entre les lignes, franchement, l'enthousiasme n'est pas très grand quand on évoque B comme Bardella. Écoutez-la et on en parle ensuite. Mais non, bien sûr que non. Jordan Bardella est un atout formidable pour le mouvement et je le dis depuis longtemps. J'espère que nous n'aurons pas à user de cet atout plutôt qu'il n'est nécessaire. Mais en attendant, je suis combative. Je ne vais pas me laisser éliminer ainsi. Ne pas utiliser cet atout plutôt que nécessaire. Et si on était un tout petit peu observateur des rictus, on sent une bouche un peu fermée. On va pas mettre à l'Élysée un gamin de 29 ans, ça n'a pas de sens. Il faut arrêter les conneries. Et vous n'êtes pas le seul à le dire. C'est pas possible. Ce garçon, ce jeune homme est évidemment, il est très talentueux, il est intelligent, c'est pas le problème. Mais on peut pas mettre un gamin de 29 ans à l'Élysée. On a déjà payé suffisamment cher en mettant Macron à l'Élysée. Voilà, ça suffit. Qui n'avait pas 29 ans, non, mais en fait, il était quand même gamin, il connaissait rien à rien. D'ailleurs, on le voit, la dissolution, tout ça, on paye tout ça très très cher. Bon, 100 milliards d'euros de dettes en plus, donc on paye l'inexpérience de Macron, on la paye incroyablement cher aujourd'hui, on va pas recommencer. Donc, la personne à qui ça bénéficiera vraisemblablement le plus, c'est Bruno Retailleau, c'est le plus probable. En tout cas, si c'était aujourd'hui, ce serait le cas. Voilà. Qui, vous pensez, arriverait à siphonner, comme l'avait fait Nicolas Sarkozy en 2007, mieux que les voix du père. Encore, mieux que Nicolas Sarkozy probablement, parce que il est plus proche du Rassemblement national que ne l'était Nicolas Sarkozy à l'époque. Je porte pas de jugement de valeur, hein. Je dis pas que c'est ça que je souhaite, c'est pas ça. Non, je dis en gros que ce qui se passe aujourd'hui. Bon, probablement, c'est le commentaire d'une photographie politique. Mais moi, je reçois des messages d'anciens UMP qui sont passés au Rassemblement national et qui me disent eux-mêmes non, Bardella, c'est pas possible, on peut pas voter pour lui, on votera pas pour lui parce que il a des talents extraordinaires, mais il est trop jeune. Vous savez, on peut pas comme ça s'improviser président de la République sans avoir aucune expérience d'aucune sorte. Ni à l'international, ni en économie. Et c'est pas une critique que je fais de Bardella, c'est pas le problème. J'essaie d'être objectif. C'est difficile, évidemment. Moi, je suis un vieux gaulliste rocardien, donc de toute façon, je voterai pas pour lui. Mais c'est pas le problème. Je reconnais qu'il a du talent. Il a beaucoup de talent. Mais pas encore l'expérience pour lui. Non. Ouais. Vous l'imaginez face à Poutine, face à Trump, face à Merz en Allemagne. Enfin, ça n'a pas de sens. Et puis, il connaît rien en économie, il connaît rien en sciences. Il est pas au niveau. Voilà, on peut pas se permettre d'être président de la République à 29 ans, ou même à 30 ans ou 31 ans, sans savoir rien sur rien. Encore une fois, on a suffisamment payé cher le fait d'avoir mis un gamin à l'Élysée. Je veux dire, ça va, ça suffit maintenant, il faut pas recommencer. Le grand rassemblement demain, je soutiens Marine, voilà ce hashtag et ce mot d'ordre. Ils prennent un risque, en quelques mots, demain, que les choses puissent déraper, surtout qu'il y a un rassemblement contraire, je crois. Place de la République organisée, en effet, par les insoumis, les écologistes. Si j'étais à la place de Darmanin, je serais quand même un peu inquiet, oui. Voilà, donc, mais bon, ça fait partie du cinéma politique, c'est pas ça qui m'intéresse, voilà. Mais en revanche, voilà, je vais être clair, je n'incrimine ni tous les magistrats, surtout pas. Il y a des magistrats formidables, il y a des gens extraordinaires, d'une immense intelligence, d'une très grande objectivité. Pierre Truche, c'était un type génial, bon. J'ai été ravi de travailler avec lui. Et puis, il n'y a pas que lui, évidemment, mais Dieu sait, il venait de la gauche, pourtant, je suis pas... C'était pas incompatible. Non, c'est vraiment pas incompatible. Mais voilà, bon, je n'incrimine ni tous les magistrats, et je ne conteste absolument pas le jugement porté contre Marine Le Pen, c'est pas le problème, c'est pas à moi de le faire. Je dis simplement que, voilà, à partir du moment où on a un syndicat qui est militant, et à partir du moment où on a deux principes démocratiques à accorder, on est quand même très très mal. Surtout, troisième point, je vous dis, si Marine Le Pen ne peut pas se présenter, ça veut dire que la prochaine élection présidentielle ne sera pas légitime, c'est tout. Elle sera
amputé de sa légitimité. Et c'est un argument qu'elle a en effet martelé. Certains aussi ont fait ce rapprochement avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Un certain Donald Trump, on va en parler longuement aussi, mais une Marion Maréchal, effectivement, qui le dit, je tire une leçon de l'affaire Trump. Il y a un parallèle à partir du moment où les juges ont enchaîné les affaires contre lui. Il y a eu une ferveur. Ça soude les électeurs du RN et ça peut permettre à la droite de s'unir. Drôle d'inspiration. Vous dites que ça n'a rien à voir non plus. Ça n'a vraiment aucun rapport. Parce que c'est une lecture erronée de ce qui est en train de se passer. C'est une lecture partisane. Forcément. Voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas en rajouter dans les partis pris. Je pense que l'intérêt de nos politiques, qu'ils soient à gauche, à droite ou aux extrêmes, ça m'est égal. Mais c'est de pas prendre trop les gens pour des cons. Voilà. Il faut quand même bien comprendre que ce qui était reproché à Trump, à savoir que, en fait, il avait gagné l'élection et qu'on lui avait volé l'élection, c'était faux simplement, c'était un mensonge, voilà. Donc moi je m'engagerai pas dans ce genre d'argumentation, je conseillerais pas à des politiques de s'engager dans ce genre d'argumentation. En revanche, je le redis, je pense que l'argumentation de Marine Le Pen dans son procès, moi je suis pas avocat, je suis pas juriste, c'est pas d'accord, mais au vu de ce que sont les missions d'un assistant parlementaire, ça colle pas. Je veux dire, c'est normal qu'il y ait une condamnation. Ça devait arriver, voilà. Alors maintenant, on va pas revenir. Le problème, c'est que on est passé de l'autre côté du cheval. Effectivement. Donald Trump, qui s'est fait l'avocat, d'ailleurs, de Marine Le Pen, sorti un peu... Ça lui rend pas service. Vous dites quoi? C'est quoi? Soutien encombrant, qui n'a pas été le seul à réagir dans les minutes qu'ont suivi Poutine, en tout cas le Kremlin. Vous dites pas bon pour elle? Non, le seul truc bon pour elle, c'est que François Hollande l'ait critiqué. Ça, c'est bon pour elle. Effectivement, qui est récemment sorti dans le journal Le Parisien, qui dit, François Hollande... Ça peut l'aider, vous dites. Mais ce soutien et cet appel, d'ailleurs, une lecture un peu à côté de l'actualité du président américain qui l'appelle à la libérer. Elle n'a jamais été en prison, elle n'ira pas d'ailleurs, parce que si elle est condamnée à de la prison, ce sera aménagé. Oui. Vous dites, on va c'est dans pas des... bon pour elle. Là, franchement, déjà, Donald Trump n'était pas aimé en France. Je peux vous dire, il est quand même détesté par 80% des Français, largement. Mais là, maintenant, c'est par 95% des Français. Bon, il est vraiment détesté. Donc, avoir le soutien de quelqu'un que tout le monde déteste, c'est pas un cadeau. Quant à Poutine, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens pour adorer Poutine. Donc c'est pas des soutiens, et puis elle a le soutien de toute l'extrême droite européenne, quoi. Voilà, donc c'est pas génial. Ouais. Des soutiens encombrants, diriez-vous? Ah oui, très. Parce que justement, elle essaye d'être depuis un moment. Alors, on a parlé de la question de l'antisémitisme, du racisme. Elle a rompu avec son père là-dessus. Elle a essayé de nettoyer les écuries d'Augias dans son parti. Elle a changé le nom de son parti. Bon. Donc avoir le soutien de gens qui sont pas présentables, qui sont détestés par l'électorat français, y compris à la droite de la droite, c'est pas un cadeau. Non, c'est pas un cadeau pour elle. Il se murmure que Viktor Orbán, demain 13 ans, président hongrois, régulièrement décrit comme le cheval de Troie de Vladimir Poutine. C'est le cas, oui. Là encore une fois, vous dites, vous la conseilleriez, vous diriez mauvaise idée, une présence pareille? Évidemment, il faut éviter ça à tout prix. À la limite, Mélanie, voilà, je pense que Madame Mélanie, elle a, voilà, encore j'essaye d'être objectif, c'est très difficile, vous savez, peut-être tout est devenu radioactif et politisé, mais encore une fois, je joue carte sur table, donc je suis un vieux gaulliste rocardien, bon. Donc, mais voilà, donc je le redis pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Mais Madame Mélanie, elle a formidablement réussi son pari, voilà. Elle a été pro-ukrainienne, alors que tout le monde l'attendait pro-Poutine. Elle a demandé toutes les autorisations à l'Union européenne pour faire, pour ces centres de rétention, beau lapsus, pour tous les programmes anti-immigration qu'elle avait. Sur l'immigration, elle a été retoquée sur quand même quelques points. Oui, mais elle les a acceptés. Elle les a acceptés, effectivement. Voilà, alors sur les questions de société, voilà, elle est sur une ligne catho traditionnelle sur l'avortement ou sur le mariage gay, très bien, c'est son droit. Moi, c'est pas du tout mon cas. Mais peu importe, en tout cas, je pense que Marine Le Pen aurait intérêt, comme d'ailleurs toute la droite française et aussi allemande, à regarder ce que Mme Mélanie a fait sur l'immigration. Elle a limité de 65% l'immigration illégale, ce qui est quand même génial et c'est énorme. Et elle a augmenté l'immigration légale parce que l'Italie en a besoin, ce qui est défendable. En la choisissant
choisissant. En effet, c'était Voilà. sa politique. Et donc c'est tout sauf idiot. Donc même mon camarade Danny Cohn-Bendit est obligé de reconnaître que c'est pas un désastre, c'est dire. Et dans sa bouche, effectivement, ça a une valeur J'en toute profite, il est pas particulière là. que vous retrouverez effectivement Oui, demain dommage. face à vous. Luc, on fait une courte pause et on Oui. reviendra en longueur effectivement sur les annonces du président américain Donald Trump. Et puis le fait, c'est vous le dites et l'écrivez, que finalement en matière de réarmement, nous sommes un peu une colonie des États-Unis d'Amérique. Peut-on se passer, tout ça est lié, oui. C'est On en lié, parle oui. longuement ensemble. Restez avec nous sur LCI. À tout de suite. Retour dans l'heure de Ferry et désormais Luc, j'aimerais qu'on évoque ensemble les répercussions de ces annonces que l'on ne peut pas qualifier d'inattendues. Il avait déjà quand même un peu annoncé la couleur, le président américain, mais tous les partenaires pays des États-Unis dénoncent cette offensive commerciale américaine. Certains espèrent encore négocier, tandis que d'autres promettent des représailles rapidement, à l'instar de la Chine. On en parlera sans doute. J'aimerais qu'on écoute la réaction du Premier ministre François Bayrou. Les mots pour le dire, écoutez-le. Toute la production française, celle qui est exportée vers les États-Unis, se trouve immédiatement atteinte, immédiatement alourdie, et que des emplois disparaissent et du chiffre d'affaires pour les entreprises françaises. Disons la vérité, la décision qui a été prise par les États-Unis et par le président réélu des États-Unis, c'est une catastrophe pour tout le monde. C'est une catastrophe pour eux d'abord, parce que vous avez bien vu les chiffres, on annonce entre 2 et 3% d'inflation, ce qui pour une opinion publique, pour ceux qui vivent aux États-Unis, est une catastrophe, et on annonce de très graves difficultés pour le pays. Tout ça change complètement le monde dans lequel on vit. Je ne dévoile rien des coulisses. Et quand on écoutait le Premier ministre, vous disiez mais non, pas du tout, ce n'est pas une catastrophe. Il comprend rien, comme d'habitude. Voilà. Donc, en économie, il est en sciences et en économie, voilà. Mais en quoi ce n'est pas une catastrophe ? Pardonnez-moi, quand on regarde les bourses s'affoler, le décrochage, les perspectives. Non, les bourses s'affolent pas plus que pendant la Covid, par exemple. C'est pas non plus, il y a pas un krach boursier. Bon. Pas de krach, mais le CAC, jamais de résultats comme ça. Non, mais depuis c'est 5 pas ans. ça ce que Bayrou, il répète ce qu'il entend dans la presse. Bon, voilà, voilà, on entend ça partout. Ah, ça va augmenter l'inflation pour le consommateur américain. Évidemment. C'est une réalité. Évidemment. Oui. Est-ce que vous croyez que Trump n'est pas au courant ? Oui. Évidemment que ça va. Si vous taxez à 20% tous les produits, toutes les bagnoles européennes, le cognac, le champagne, évidemment, ça coûtera plus cher quand ça arrivera aux États-Unis. Il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique pour le comprendre. Mais évidemment que Trump le sait. Donc c'est répéter en boucle cet argument sur l'inflation aux États-Unis pour les ménages pauvres, c'est juste idiot, même si c'est vrai. C'est vrai, évidemment, mais c'est idiot de répéter ça en boucle. Le problème est de savoir ce que Trump a dans la tête, et il faut au moins, si on veut dire pourquoi ça marchera pas, il faut au moins aller un cran plus loin. Il suffit pas de dire c'est une andouille, c'est pas suffisant. Il faudrait expliquer pourquoi ça mettra très longtemps, si jamais ça marche, pour relocaliser. Il y a deux objectifs. Un, c'est déprécier le dollar. Donc ça, c'est une problématique monétaire sur laquelle je rentre pas parce que c'est horriblement compliqué. Mais deuxièmement, l'objectif, c'est de relocaliser la consommation et la production américaine. Donc ça, évidemment, ça passe d'abord par une augmentation de l'inflation du coût pour les ménages pauvres. Il le sait, évidemment. Donc c'est pas la peine de répéter ça comme si c'était un argument contre lui. Il ne cesse de le dire. Oui. Voilà. Mais est-ce que, et après on en viendra, mais alors juste après, sacrifier, faut aller plus loin, mais sacrifier la population pauvre, le consommateur moyen. Alors d'abord, il peut les aider, ensuite il va y avoir d'abord il peut les aider. On dit ce sera $3,000 par mois, etc. Bon, 3,000 par an. 3-4 000 par an, vous voyez, en effet. Pour le budget américain, c'est pas une cata, il peut les aider. Ensuite, il va y avoir des négociations, vraisemblablement. Voilà, donc évidemment, en tout cas, il faut partir du fait que Trump le sait. Bon, il ne cesse de le dire. Oui, l'inflation va augmenter. Oui, ce sera mauvais pour les ménages pauvres. Bon, donc c'est pas une catastrophe. Il le sait. Donc il faut comprendre ce qu'il a en tête. Les politiques protectionnistes, c'est une catastrophe pour tout le monde, mais à terme, pas immédiatement. Et donc à terme, est-ce que ça va relocaliser ou pas la consommation, la production ? C'est ça
l'enjeu du vrai débat. Donc qu'on nous explique pourquoi oui, pourquoi non. L'enjeu et le vrai pari et aussi. Le vrai pari, voilà, le vrai pari. Parce que... Donc il est quand même président des États-Unis, il a dirigé des entreprises, il est milliardaire. Bon, le vrai pari, c'est relocaliser, indépendamment des questions monétaires, c'est relocaliser la production et la consommation aux États-Unis. Bon, maintenant il faut aller un cran de plus au lieu de dire c'est une catastrophe, ça va être terrible pour les pauvres. Bon, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est quelles sont nos marges de manœuvre à nous, voilà. Nous, Européens. Et exactement, et à nous Français en particulier, mais à nous Européens d'une manière générale. Je lisais ce matin la presse allemande. Et je lisais dans la presse allemande, il y avait un article d'un libéral allemand, un économiste allemand, qui disait voilà, Trump a posé toutes ses cartes du poker sur la table. Maintenant, Madame von der Leyen, elle a un as dans son jeu. Alors, je vous explique, l'as dans son jeu, c'est pas de pénaliser, je sais pas, Harley Davidson ou le Bourbon du Kentucky. De répliquer, en fait, du berger à la bergère. C'est de mettre des droits de douane équivalents sur la tech, la technologie américaine. Mais c'est délirant. Parce que imaginez que Trump n'a pas du tout abattu ses dernières cartes. Imaginez qu'on fasse ça, qu'on pénalise la tech américaine. Mais on n'a que ça comme... Ça veut dire, si Trump voulait... Imaginez, juste, il y avait un très bon article de Gilles Babinet sur le sujet. Il disait, imaginez simplement que Trump te demande à Google, à Microsoft, plutôt de stopper Microsoft Outlook 365. Mais c'est 80% des entreprises du CAC 40 qui sont en France à l'arrêt. C'est nos administrations qui n'ont plus de mail. Voilà. Sans parler, vous vous souvenez tous ces politiques de gauche formidables qui ont dit je vais quitter Twitter, je vais quitter X, et puis ils ne l'ont jamais quitté. En effet, parce que son propriétaire Elon Musk. Et donc en fait, ce qu'on paye très très cher, c'est le fait que toute notre infrastructure de tech, de technologie, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit les messageries, que ce soit Messenger, que ce soit WhatsApp, tout est américain. Que ce soit Meta, que ce soit donc Facebook, si vous voulez, que ce soit Twitter, donc X, tout est américain. Tout ChatGPT, c'est américain. Voilà, Claude 3, c'est américain. Anthropic, Gemini, c'est américain, c'est Google, etc., etc. Donc la vérité, c'est que Trump n'a pas du tout abattu toutes ses cartes et que la rétorsion qu'on peut mettre en place, elle est extrêmement dangereuse. Si on rentre dans une guerre des douanes avec les États-Unis, on risque d'en prendre plein la tronche. Mais je vous écoute, voilà. Et c'est très grave, particulièrement intéressant, mais parce que vous avez une voix un peu différente aussi de ce qui a pu se dire. Mais on entend inflation, heures. inflation, c'est tout ce qu'on entend. Exactement, mais c'est idiot. Mais vous dites sur la relocalisation, il le dit, Trump, c'est vrai, vous avez raison, il dit oui, les voitures vont coûter plus cher, j'en ai rien à faire, je m'en fiche, ils achèteront et ils produiront sur le sol américain. Exactement. Ça, c'est sa logique ultime. Exactement. Mais certains économistes vous disent... ils sont pas capables de le faire. Exactement. Mais oui, mais ça prendra du temps. Ça prendra beaucoup de temps, on ne peut pas partir de rien. Ils sont pas capables de fabriquer des iPhones parce que c'est fabriqué je sais pas où, dans le sud-est asiatique, etc. Tant de pièces détachées, en effet. Mais évidemment, bien sûr. Parce que le pari de Trump, ils ont qu'à apprendre à les fabriquer. C'est ça. Voilà. Et pendant ce temps-là, on va souffrir, mais dans 3 ans, on sera les rois du monde. Voilà. Alors, moi, je n'y crois pas, c'est pas ça que je dis. Évidemment que l'inflation, c'est vrai, je dis que c'est idiot de rappeler l'inflation. Idiot de le rappeler, ça veut pas dire que c'est faux. C'est vrai qu'il va y avoir de l'inflation aux États-Unis, c'est une évidence. Mais c'est idiot de le rappeler parce que c'est pas le problème c'est de comprendre Trump. Son pari, c'est que ça va être très dur pendant 3 ans. En effet, on va aider les ménages pauvres, on va négocier avec l'Europe, très probablement, il va y avoir des négociations. Mais de toute façon, son pari, alors... J'aimerais qu'on m'explique pourquoi le pari est faux. Il est très probablement faux d'ailleurs. Mais qu'on nous explique, que les économistes intelligents nous expliquent pourquoi ça ne marchera pas dans 4 ans, dans 5 ans. Mais c'est pas à peine de nous dire, dans 3 mois, les Mercedes seront plus chers et les Renault seront plus chers à New York. C'est une évidence. Ce qui sera en effet une réalité. Évidemment. Sur la riposte. Le cognac sera plus cher. Simplement, on peut boire du brandy, on peut boire du vin californien. Voilà, c'est ça le pari de Trump. Donc, ça ne sert à rien de radoter sur l'inflation en disant mais c'est ça qui a fait perdre son élection à Joe Biden. Alors vous avez des gens qui sont vraiment ils sont lucides, ils ont vu loin. L'inflation a fait perdre l'élection à Joe Biden et Trump en rajoute une louche sur l'inflation. Vous vous rendez compte comme il est bête? Et ils comprennent pas évidemment qu'il le sait. Il le sait. Il est moins bête qu'eux. Il le sait, mais néanmoins. Alors, ça veut pas dire que son pari va réussir. Je n'y crois pas, moi. Il y a ça. Il faut expliquer pourquoi. Et ce mouvement aussi de mécontentement au sein même de son propre électorat. 54% des électeurs sont contre. C'est un sondage récent sur ces mouvements et ces taxes imposées. Et bien sûr, si vous leur dites vous allez payer
$3 000 par an en plus. Forcément. Voilà. Donc ça peut pas plaire. Maintenant, Trump est pas idiot. Il va aussi, il est fou, mais il est pas idiot. Il va probablement d'abord négocier avec les différents pays et les différents continents, et puis il va négocier aussi avec ses électeurs pour les aider, parce que $3 000 par an, c'est pas non plus la mer à boire pour un pays qui est habitué à ses déficits et à sa dette. Hein, bon. Sur la riposte, j'aimerais vous entendre. La riposte, elle est compliquée. Elle est très compliquée. À vous entendre, j'ai même, je vais pas caricaturer, ce serait pas mon genre, mais de dire quoi, on fait rien. J'ai l'impression que vous avez. On négocie. Mais évidemment. Et quand vous entendez le président Macron dire, par exemple, on gèle tous les investissements, et la réponse de certains patrons, on l'a vu notamment dans le Figaro, en disant en gros on n'a rien à cirer de ça, et il y a des milliards d'euros qui sont investis. Un des principaux qui a dit ce que dit Macron, on n'en a rien à cirer. Bon. Exactement, effectivement, dans un papier du Figaro. Cet appel-là, un patriotisme un peu plus français, il est entendable aussi. Non, je vous dis pourquoi, parce que c'est pas le sujet. Ouais. Le vrai sujet, c'est que Trump nous réveille. Pourquoi ? Parce que, en vérité, on parle du réarmement de l'Europe. 800 milliards, non, c'est Madame von der Leyen, on n'a pas un centime, mais elle annonce 800 milliards, très bien. Bon. Mais, regardez, juste un exemple pour bien comprendre pourquoi les mesures de rétorsion, parce que c'est lié à la question du réarmement aussi. Voilà, pourquoi les mesures de rétorsion sont compliquées. Vous avez remarqué que le Danemark, la Pologne et l'Allemagne achètent des F-35. Absolument. Bon, ils achètent des F-35, ils continuent à les acheter, ils ont repassé des commandes depuis que Trump est au pouvoir. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Je citais l'article de Babinet qui est très intéressant sur le réarmement numérique est préalable au réarmement des armes lourdes, si je puis dire. Des chars, des avions. Le réarmement numérique est préalable parce que je le cite, le F-35 est un appareil qui comprend des millions de lignes de code informatique. Des millions de lignes de code informatique dans les F-35. Et il ajoute qui ne fonctionne en réalité qu'avec l'accord tacite de l'oncle Sam. Ça veut dire que ces gens, nos voisins, nos amis, soi-disant, allemands, danois et polonais, achètent des F-35 que Trump pourrait immobiliser au sol en 2 minutes. Vous voyez ? Donc c'est ça le problème. Et on ne peut pas faire sans eux, en gros. Mais non, voilà. Ouais. Et donc, en plus, quand on parle de réarmement, on va fabriquer des Rafales, mais des canons César et des chars machin truc. Bon, voilà, nos militaires nous expliqueront ça très bien. Mais si on n'a pas l'environnement tech, l'environnement IA, les drones, par exemple, les drones américains sont des milliers de fois supérieurs aux drones qu'on fabrique en Europe. Bon, parce qu'ils sont bourrés d'IA américaine. Si on n'a pas un réarmement numérique, d'abord, notre réarmement lourd ne servira à rien. Pardon de le dire comme ça brutalement, mais c'est la réalité. Avec une autre réalité. Voilà, et on s'est laissé bluffer. On s'est laissé dépasser par les États-Unis sur la tech. Effectivement, les 10 plus grandes sociétés technologiques au monde, parce qu'en préparant cette émission, vous avez regardé on a regardé ça. Ouais, effectivement, c'est assez saisissant de voir à quel point, dans les 10, aucune entreprise française. Regardez, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta, pas de drapeau français à l'horizon. Et vous pouvez mettre 20, et vous aurez 2 chinoises dedans. Ouais. Voilà. Je crois qu'il y a Baidu et il doit y avoir... Là, il y en a 2 déjà. Il y en a déjà 2, elles sont dans les 20. Et la 10e. Et les autres, vous continuez, c'est encore de l'américain. Il y a 2 Chinois dans les 20 premiers. Et je vous cite les 7 magnifiques, ce qu'on appelle les 7 Magnificents. Voilà. Il y a Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta, Tesla, Nvidia. Nvidia, c'est la plus riche. D'ailleurs, Nvidia, elle est enceinte. Absolument, oui. C'est la boîte qui fabrique les puces qui sont dans l'IA. Quand on voit ce classement-là, on se compare, on se désole. Et on est une colonie. On est une province, non pas de l'Empire romain, mais de l'Empire américain, comme c'est Régis Debray qui disait ça il y a déjà 30 ans. L'édit de Caracalla, il avait fait un livre là-dessus, il avait raison. On est une province qui fait que ça rend à la fois le réarmement de l'Europe très problématique, parce que sans réarmement tech, le réarmement des armes lourdes réelles ne servira pratiquement à rien. Voilà. Donc il faut d'abord le réarmement tech, mais on a une décennie de retard. Parce que ce que vous soulignez d'ailleurs de manière très intéressante il y a quelques semaines, au moment de ce débat sur le réarmement, de la menace russe existentielle, vous disiez en gros, oui, on va peut-être investir des milliards d'euros dans des armes, mais qui peut-être, dans quelques années, seront complètement obsolètes. Mais elles le sont déjà, parce que d'une certaine manière, quand le F-47 va sortir, vous avez vu cet avion américain qui est dingue, nos meilleurs avions... F-47 comme 47e président des États-Unis. Exactement, aussi. Non mais il n'est pas narcissique. Non, pas du tout, ni démagogique. Non, il n'est pas narcisse, oui. Cela dit, du point de vue psychologique, imaginez ce fou furieux de Trump. Il y a
pas une télévision dans le monde entier qui ne parle pas toute la journée de lui. Effectivement, de ce point de vue-là, il a réussi un certain tour de force, en effet. Il est il est le roi du monde aujourd'hui. Détesté ou pas détesté, les gens s'en foutent du moment qu'on parle d'eux, c'est le plus important. Et de ce point de vue à lui, c'est quoi? Ça veut dire que c'est gagné déjà? Ah ben évidemment. Ouais. Il est devenu le personnage numéro 1 au monde et c'est incontestable. Donc pour un fou furieux comme lui, un narcisse absolu, c'est dingue. Là, Macron est battu, je veux dire, il n'y a pas photo. Et donc dans la question du réarmement, le fait est ce classement que l'on évoquait ensemble, voilà. Vous dites là aussi ça doit rentrer en compte dans la riposte. C'est ça, c'est les deux problèmes. C'est-à-dire que ça doit rentrer en compte d'abord dans le réarmement. Il n'y a pas de réarmement d'armes lourdes sans réarmement tech. Il faut l'environnement, notamment pour les drones, par exemple. La guerre des drones aujourd'hui, elle est vraiment c'est plus important d'avoir des drones efficaces que d'avoir des avions. Je suis désolé de le dire, mais c'est vrai. Parce qu'on a un magnifique avion qui est le Rafale. Mais bon, la guerre des drones, vous voyez bien, en Ukraine, elle est omniprésente. De leur agilité, voilà. En effet, donc, de pouvoir aller dans les terrains. Ça pose le problème. Donc notre déficience en matière de technologie du numérique pose le problème du réarmement de l'Europe. C'est majeur. Et on l'a pas, j'entends ça nulle part. Vraiment, je vous assure, je suis pas cinglé. Bon. Et deuxièmement, ça pose le problème de la riposte aux États-Unis. Parce que Trump, il a pas fini. Si on rentre dans une guerre, c'est pas vrai qu'il a posé toutes ses cartes de poker sur la table. C'est pas vrai. Il peut très bien dire, je dis juste un exemple. Microsoft 365, Outlook. C'est tous les mails de toute l'Europe qui sont en panne, voilà, ou quasiment tous. C'est-à-dire tout le courrier électronique qui est en panne. Mais vous pourriez que ça pourrait mûrir, ça, cette option, dans la tête d'un... Évidemment, vous voyez bien que tous les gars de la tech californienne se sont prosternés devant lui, y compris Zuckerberg qui était démocrate. Oui, certains aussi avalaient leur chapeau depuis quelques jours aussi, en voyant leurs titres fondre en bourse et perdre des milliards de dollars. Ça peut aussi, mais néanmoins, ils sont... changer leur jugement. Regardez, même si, par exemple, Elon Musk va quitter sa place sinon dans le gouvernement, en tout cas dans la proximité de Trump. Et puis il a perdu de l'argent parce qu'il a dit des bêtises sur l'AfD en Allemagne. Il y a eu un boycott des Tesla, etc. Bon, tout ça est très clair. Mais néanmoins, les fusées de la Starship s'appelle, d'Elon Musk, elles ont 10 ans d'avance sur Ariane. Et quand nous on a notre petit Mistral AI en France, alors j'ai toujours des gens qui me disent mais enfin on a une IA française, un Mistral. Bon, bravo Arthur Mensch, magnifique. Soyons un peu fiers et chauvins. Cocorico. Mais c'est une 2 chevaux par rapport à une Formule 1 qui est ChatGPT, même le 4.0 aujourd'hui, c'est incroyable. Le Deep Search est incroyable, voilà. Et donc on est là vraiment, on a perdu notre souveraineté européenne en matière de tech et donc en matière d'armement et en matière de rétorsion. Vous voyez, il faut bien comprendre que les trois sont liés. J'essaie d'expliquer ça, mais franchement, ça fait 15 ans que je travaille sur l'IA, d'accord. Mais quand on comprend ça, c'est une évidence absolue. Une évidence absolue, et certains peut-être prennent leur désir pour des réalités, mais montrent cette petite musique d'une comparaison d'un Trump à un certain Richard Nixon. Regardez cette image. Oui. Certains voient, alors encore une fois, sont-ils et lisent-ils dans le cristal ou la boule de cristal, mais d'une démission. D'une démission parce que cumule sur la table du président américain quelques dossiers qui font mal. Je pense au scandale Signal, vous savez, cette messagerie cryptée dans lequel ont été intégrés des journalistes et révélant des secrets d'État, cette politique commerciale très agressive dont on sait, vous le dites, c'est un pari aussi. Peut-être que ça échouera. Est-ce que vous y croyez, ça ? Lui qui se voit déjà briguer peut-être un 3e mandat si la Constitution était changée. Je pense qu'une fois qu'on est là-haut, on a quand même des moyens. On a un pouvoir exorbitant, même aux États-Unis, si vous voulez. Je pense que, surtout quand tout le monde diagnostique, comme d'ailleurs en Israël, une dérive autoritaire, presque dictatoriale, sans aller jusque-là, parce qu'il y a une résistance de la société civile américaine. Mais je pense que là-haut, à la Maison-Blanche, on a des moyens d'éviter ce type de... Là, on prend nos désirs pour des réalités. Je crois que c'est wishful thinking, comme on dirait en bon français. Voilà. Ouais, donc, j'y crois pas du tout. Non, pour dire très franchement, j'y crois pas. Non, j'ai pas de boule de cristal. Je demande à voir, mais c'est la même chose un peu en Israël. On voit avec Netanyahou qui installe de plus en plus une espèce de semi-dictature. On voit, quand on est là-haut,
et même c'est la même chose à l'Élysée. Hein. C'est très difficile d'être dégagé une fois qu'on y est arrivé. Ouais, on a des moyens de rétorsion, des moyens de pression. On est en France le patron de la magistrature, par exemple. Enfin, on a vraiment des. C'est d'ailleurs pour ça que moi je n'aime plus du tout le système de la Ve République. J'aime pas ce système français parce qu'il est plus démocratique. Allez, Luc, cette monarchie républicaine est devenue absurde. J'aimerais qu'on évoque ensemble, et on l'évoquait déjà un petit peu, l'intelligence artificielle dans le réarmement, mais évoquer avec vous ce qu'a réalisé un prix Goncourt, un certain Hervé Letellier, qui s'est prêté à un jeu, un concours, une petite compétition lors de ses heures perdues. Je parle d'Hervé Letellier qui s'est confronté à ChatGPT quant à l'écriture d'un. Dites-nous en plus. Qu'est-ce qu'il a fait, Hervé Letellier ? Ça a été transcrit dans le Nouvel Obs ce mois-ci, donc le 15 mars dernier, et donc on a donné à ChatGPT et puis à ce prix Goncourt, sympathique d'ailleurs, Hervé Letellier, on leur a donné un exercice, ce qu'on appelle les exercices d'écriture, vous savez, dans les ateliers d'écriture, on fait ça. Donc c'est de décrire une scène de crime, une dame qui rentre dans la pièce, elle voit son mari par terre, enfin quelque chose comme ça, voilà, dans une mare de sang, bon. Et donc... vous donnez ces indications. Voilà, on donne, ça c'est le prompt de départ, donc la question de départ c'est tout, voilà, une scène de crime, bon, une ligne, bon. Et donc, ChatGPT fait ça comme d'habitude en 6 secondes. 6 secondes. J'ai les deux là sous les yeux. Réaction d'Hervé Letellier, parce qu'il est honnête ce garçon. Il dit « Oh putain, la vache, c'est bluffant ». Oh putain, la vache, c'est bluffant. Oui, effectivement. Vous l'avez là, je l'ai sous les yeux. Quand vous mettez plusieurs heures à réfléchir à un texte et que ChatGPT vous sort en 6 secondes, c'est vrai que ça a de quoi décourager. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, il est très honnête, et le journaliste qui fait le compte-rendu est honnête aussi, il le dit lui-même. Le texte de ChatGPT est bien meilleur, voilà. Ouais. Il est beaucoup plus percutant, il est plus vif, il est plus innovant, et il est largement aussi bien écrit, voilà. Et donc, moi, j'ai fait faire des travaux d'écriture aussi à ChatGPT hier. Et on l'a retranscrit pour vous d'ailleurs. Cette question que vous avez posée à ChatGPT, vous lui demandez d'écrire le portrait en vers en 500 signes d'une jolie paysanne dans le style de Victor Hugo. Voilà ce que ça sort. Voilà. C'est vrai que c'est assez dingue, quoi. 4 secondes. 4, c'est ça aussi. Après, on peut corriger. Et après, je lui ai demandé dans le style de San Antonio. Alors, je vous le donne dans le style de San Antonio parce que ça vaut son pesant de cacahuètes, comme on dit. Non, c'est vraiment... Alors, le Victor Hugo est pas mal. Hein, il est quand même pas mal. Alors, la fin du Victor Hugo, ses mains berceuses de la glaive font fleurir l'herbe sous ses pas, et dans le vent chante sa lèvre comme un secret qu'on ne dit pas. Non, c'est assez joli. C'est assez joli. C'est pas totalement nul. Je ne sais pas si je reconnaîtrais du Hugo directement. Non, mais après, on peut le corriger. On peut le corriger un peu. Mais alors, j'ai dit dans le style de San Antonio, une petite brune du genre qui fait causer les coqs, le jupon court, les gambettes francs du collier, le regard qui te déshabille plus vite qu'un escroc. Non mais attends, c'est une trouvaille à San Antonio. Effectivement. Et la bouche, une cerise qui te fait chavirer, elle sent la terre et le lait chaud, etc. Et puis je lui ai demandé de le faire dans le Racine et puis dans Marcel Aimé. Et il faut que François Bayrou, qui veut reconquérir l'écrit à l'école, au collège, au lycée, il faut qu'il comprenne une chose, parce que manifestement, ça non plus, il n'a pas compris, c'est que ChatGPT, il y avait un très bon article dans le Financial Times de la semaine dernière, de Sonia O'Hara, je crois qu'elle s'appelle, pardon si je déforme son nom, 88% des étudiants anglais font leur devoir avec ChatGPT. Et elle faisait une enquête, c'est dingue. C'est une nouvelle donnée du problème, quoi. Voilà, une réalité. Des professeurs américains, des grandes universités américaines qui ont fait eux-mêmes leur propre enquête et qui ont dit, les devoirs faits à la maison n'ont jamais été aussi bons, les devoirs sur table faits en classe n'ont jamais été aussi médiocres. Réponse, ceux à la maison sont faits par ChatGPT, ceux qui sont faits en classe sont faits par les étudiants c'est ce qu'on appelle le deskilling, la perte des skills, la perte des compétences. Et il faudrait que Bayrou comprenne une chose, c'est que, c'est dingue de vouloir reconquérir l'écrit et pas comprendre que la version latine, la version grecque, la version allemande que je faisais le samedi, dimanche quand j'étais gamin en 3e, le peu que je suis allé au lycée, j'y passais l'après-midi entière à faire les 3 versions. En 6 secondes. 6 secondes chacune, 6 secondes. Hein, c'est pas 20 secondes, c'est 6 secondes. Juste si on me demandait mon avis, parce que cette émission, on l'a fait toutes les semaines, on en parle régulièrement de l'IA.
Moi, je trouve ça vraiment terrifiant. Alors, j'ai peut-être une lecture. Oui. C'est effrayant, mais au sens un peu négatif du terme quand même. Parce que comment considérer que la perte de compétences de nos enfants, qui font leur devoir avec ça, soit une chose positive. Voilà. Bien sûr, c'est pour ça qu'il faut se réveiller dans l'éducation nationale d'abord, dans l'entreprise aussi. Il faut comprendre que, cette machine, elle est capable, surtout quand on utilise Deep Search, qui n'a que 10 jours, 15 jours, il est capable de vous faire un mémoire de maîtrise de 70 pages en un quart d'heure. Et il est remarquable. J'ai le temps de donner un exemple encore. En quelques secondes. J'ai demandé, dis-moi ce que Victor Hugo a fait d'important entre les journées de juillet et 1848, sur le plan politique, personnel et littéraire. Il me répond, littéraire, 1831, Notre-Dame de Paris, 1833, il rencontre Juliette Drouet, je développe pas, politique, il passe de la monarchie à la République. Après, avec les prompts, je lui demande, d'accord, il était monarchiste, pourquoi? Comment il devient républicain? Qu'est-ce qu'il dit sur la peine de mort? Qu'est-ce qu'il dira sur la Commune de Paris? En 10 minutes, Marie, j'ai 70 pages sans une faute d'orthographe. Il n'y a pas une faute de chronologie et il n'y a pas une faute sur le fond. C'est facile. C'est-à-dire que le mémoire de maîtrise est fait dans l'après-midi. Ouais, un peu ça. Voilà, on s'arrêtera là-dessus. Il faut que Bayrou et Bande se réveillent parce que reconquérir l'écrit à l'heure de l'IA, ça suppose qu'on réfléchisse à l'IA, pas simplement à l'écrit. Merci infiniment, Luc. C'était un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine ensemble, toujours en direct.